Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture directe de saint Thomas d'Aquin. Et dans la philosophie du travail, j'en suis rendu à la deuxième partie. Après avoir analysé l'activité artistique dans son développement, il faut maintenant regarder comment l'activité artistique transforme l'homme et non plus l'œuvre, non plus la matière, mais comment elle nous transforme, nous. Et dans cette première leçon, je vais donc approcher ce qu'on appelle les habitus d'art. Autrement dit, en français, l'acquisition de dispositions stables dans notre intelligence pratique et qui nous permettent de mieux exercer l'activité artistique. Tout au long de la première partie et dans une première démarche, nous avons essayé d'analyser de A à Z, ça veut dire de l'expérience artistique première, qui peut être faite par quelqu'un qui n'exerce pas de travail, jusqu'à Z, c'est-à-dire l'œuvre réalisée, la logique et la cohérence de l'activité artistique dans son développement. Et cette première partie était centrée principalement sur l'étude de la transformation que l'homme peut apporter à la matière par son facere, son faire. Et nous avions esquissé comment cette activité, elle est naturelle à l'homme. Elle prend son intelligence, mais aussi sa sensibilité. Et c'est quand toutes ces énergies sont mobilisées par l'idéa, qui est la cause centrale de toute l'activité, qu'elle va être mise au service par le travail de la transformation de la matière en vue d'aboutir à l'œuvre. C'est une première approche qui est nécessaire. Mais on ne peut se contenter de cela. On ne peut pas s'arrêter à cette première partie. En effet, l'exercice de l'activité artistique, elle perfectionne aussi l'homme en lui-même, le sujet qui travaille, et pas seulement la matière. C'est d'ailleurs cet aspect-là qui fait toute sa noblesse, qui en fait une activité naturelle à l'homme et qui se prolonge toute sa vie, qui l'équilibre, qui le structure. Au fur et à mesure de sa vie, quand l'homme exerce son activité artistique, eh bien, on constate qu'elle va transformer son intériorité, elle va la façonner. Mais non seulement ça, mais elle va lui faire acquérir une espèce de facilité dans l'exercice de l'activité artistique. Eh bien, cette facilité, cet exercice qui est de plus en plus souple, qui exige de moins en moins d'efforts, qui est source de plus en plus de joie, il est dû à des qualités immanentes que l'on appelle des habitus en latin. Autrement dit, en français, on pourrait traduire par le mot vertu. Vertu, ça veut dire une énergie intérieure qui est présente à l'intérieur de soi, et on verra tout à l'heure où est-ce qu'elles s'inscrivent, quel est leur siège dans notre vie, et qui ont comme but, évidemment, de faciliter l'exercice de cette activité. On constate d'ailleurs que l'homme, selon toutes ses dimensions pratiques et même spéculatives, quand il exerce une activité, eh bien systématiquement, cette activité, elle structure son être. Alors, les neurophysiologistes le constatent au niveau des neurones du cerveau. Ils constatent que dès l'enfance, si un enfant exerce naturellement par le jeu ses facultés vitales, elles se connectent entre elles et elles deviennent de plus en plus faciles dans leur exercice. On note même que si, par exemple, on empêchait un enfant, durant son enfance, d'entendre le langage articulé, comme je le prononce ici, eh bien, comme les connexions de base ne se sont pas faites, il serait à jamais perturbé, en retard par rapport à cet exercice-là. De même, dans la toute petite enfance, tout ce qu'on exerce habituellement s'inscrit profondément et comme naturellement, comme si le cerveau, qui était d'une souplesse extraordinaire à cet âge-là, il acquérait plus facilement les qualités que lorsqu'on est devenu plus vieux. Alors on pense par exemple à l'acquisition de l'oreille absolue pour les musiciens.
L'oreille absolue, quand on commence la musique à 10 ans, c'est très très difficile de l'acquérir. Ça veut dire être capable de reconnaître une note indépendamment d'une autre, sans la comparer à une autre, mais en soi, comme ça. Par contre, des enfants qui pratiquent la musique tout petits avec leurs parents, ils l'ont parfois tout à fait naturellement. Et ça vient sans doute de là, du fait que c'est tôt. On peut donc dire que toute activité humaine perfectionne l'être humain. En ce qui concerne les habitus, donc pas seulement cet apprentissage naturel qui se fait dans la petite enfance, et qui sont aussi des habitus finalement, mais en ce qui concerne les habitus liés à une activité cette fois qui est choisie, une activité où on se donne librement, qui peut être par exemple l'art, ce qu'on est en train d'étudier, ou le travail, qui peut être aussi l'activité morale, donc en rapport avec d'autres personnes, ou qui peut être les différentes formes d'activité intellectuelle. Eh bien, on constate qu'à chaque fois, à force de les exercer, on acquiert ce genre d'habitus qui rend leur exercice de plus en plus facile. Et donc, dans un premier temps, avant de développer pour eux-mêmes les habitus d'art, je voudrais les comparer à d'autres formes d'habitus, comme par exemple les vertus morales, et puis les habitus de science. Et je me servirai de cette comparaison tout au long de cette leçon, parce qu'elle permettra d'éclairer ce que sont spécifiquement les habitus d'art. Alors d'abord, premier point, qu'est-ce que sont les habitus d'art? C'est-à-dire, quel est leur objet? De quoi s'occupent-ils en nous? Eh bien, je dirais qu'ils s'occupent justement de nos activités artistiques, dans toutes leurs dimensions. Lorsqu'on acquiert un habitus d'art, on constate que, au niveau de toute l'activité artistique, il va la rendre plus facile, plus aisée. Il va le faire disparaître l'effort, le labeur, à toutes les dimensions. Alors pour montrer comment il agit, il suffit de reprendre l'analyse de l'activité artistique telle que nous l'avions développée dans la première partie. Au niveau de l'expérience artistique, donc quelque chose qui est premier, qui nous fait toucher du doigt la beauté d'une œuvre ou alors son adaptation à son utilité, qui nous fait admirer cette chose-là. Mais aussi au niveau de la contemplation artistique, qui est le prolongement simplement de l'expérience artistique dans une durée, parce que c'est source de plaisir. Et donc on s'arrête, on regarde l'œuvre et on se laisse imprégner par elle. Eh bien déjà, à ce niveau-là, on voit l'impact que peut avoir un habitus d'art. Je veux dire par là que quelqu'un qui n'a jamais été éduqué à regarder une œuvre, à regarder un coucher de soleil, à regarder un visage naturellement, eh bien, il n'est pas toujours évident qu'il soit capable de le faire spontanément du point de vue de la beauté ou du point de vue de l'utilité. Et cela, les parents le sentent bien. Par exemple, ceux qui veulent s'efforcer que leurs enfants aiment, apprécient la musique classique et ne se contentent pas de la musique qu'ils écoutent avec leurs copains. Eh bien, ils vont s'efforcer, dès la petite enfance, de mettre de la musique classique, de la mettre dans la maison, en espérant que le climat affectueux qui est dans la maison, le climat de bonheur, accompagné de la musique, fasse naturellement son œuvre et que l'enfant se mette à aimer la musique classique. Ils le font aussi d'autres façons, comme par exemple en parlant, en faisant prendre conscience à l'enfant de l'harmonie, de la beauté de cette musique-là, de sa grandeur, par rapport à des musiquettes qui peuvent sortir par exemple dans les supermarchés et qui ne sont pas de la même qualité. Eh bien, cette éducation familiale, cette éducation, elle provoque la naissance d'un habitus sur l'expérience et sur la contemplation. Ça veut dire que l'enfant, le jeune, puis l'adulte, ils se mettent à apprécier cette musique-là. Donc c'est déjà un premier effet de l'habitus d'art. Évidemment, l'activité artistique ne s'arrête pas là. On sait très bien qu'à un moment donné, elle devient active. Elle ne reste pas à cette passivité de la contemplation. Et donc, elle provoque une inspiration
qui elle-même est orientée par un choix précis, ce choix venant déterminer intelligemment cette inspiration qui, elle, surgit spontanément, souvent de l'imaginaire, et ça aboutit à un projet, à une idée A, donc aussi bien d'un point de vue de la beauté que du point de vue utilitaire. Eh bien, je dirais que c'est là que se manifeste le plus efficacement, l'habitus d'art. Alors, c'est aussi dans le travail, on le verra tout à l'heure. Alors, je voudrais indiquer comment. Je disais que du côté de cette activité qui aboutit à un projet, on peut regarder ce qui est lié à la beauté et ce qui est lié à l'utilité. Alors, quand c'est lié à l'utilité, où il intervient très peu une imagination, comment dirais-je, pleine d'émotions, comme dans le cadre de la beauté, où c'est plutôt un rapport d'un projet avec quelque chose qui doit être efficace. Donc l'intelligence est tout à fait active là-dedans. C'est là qu'on voit le mieux les habitus d'art, comment ils ont une influence. Un jeune ouvrier, un apprenti qui démarre dans le travail, on lui demande de réaliser un projet. Par exemple, un système de plomberie qui passe depuis un compteur d'eau jusqu'à une salle de bain. Eh bien, il va se bloquer sur plein de choses. Comment traverser tel mur? Est-ce qu'il vaut mieux mettre les tuyaux à ras de terre ou en hauteur? Est-ce qu'il vaut mieux les mettre dans le sol sous la chape de béton, etc. Des tas de choses qu'il ne peut pas savoir parce qu'il n'a pas l'expérience. Il n'a pas l'expérience aussi immédiate du chemin le plus court à suivre. Comment éviter, par exemple, un mur porteur trop épais? Il n'a pas l'habitus d'art et donc il va perdre énormément de temps pour faire son projet. Et puis, avec l'expérience, en compagnie d'un patron qui lui donne des conseils, qui lui explique là où lui-même s'est trompé. Donc, pour éviter que le jeune se trompe. Petit à petit, l'intelligence pratique va se perfectionner. Et donc, si au début, le jeune apprenti tâtonne, se trompe, perd un temps fou pour faire son projet lorsqu'on lui propose quelque chose comme ça qu'il doit faire, eh bien, au bout d'un certain temps, actué par l'aide, par le conseil de son patron, mais aussi par son propre bon sens, son intelligence pratique, il va faire son projet de plus en plus rapidement. Un professionnel qui possède l'habitude de son artisanat, on lui demande un devis, il regarde, il mesure, parce qu'il faut bien calculer le nombre de matériaux qu'il faut. Il regarde où sont les murs porteurs instantanément pour calculer le temps qu'il faudra pour percer les difficultés. Et il peut sortir un devis. Un devis qui soit correct, où il ne se trompe pas trop, très très vite et de plus en plus vite. Donc on le voit, en ce qui concerne les habitus liés aux artisanats, il y a véritablement quelque chose qui perfectionne l'artisan, qui le rend intelligent pour son travail, et déjà au niveau de l'élaboration du projet. Alors qu'est-ce qu'il en est maintenant pour l'artiste, celui qui fait un projet qui est lié à la beauté? Eh bien là, je dirais que ce n'est pas aussi net, ce n'est pas aussi évident. En effet, lorsqu'il s'agit d'élaborer quelque chose de beau, on sait que ce n'est pas seulement l'intelligence pratique qui agit, mais qu'il y a souvent besoin d'un souffle, d'une inspiration, de quelque chose qui élève l'artiste, qui le met presque en transe, au-dessus de lui-même. Au point que les Grecs, en constatant ce que c'était que cette inspiration qui tombait sur l'homme, disaient que ça venait d'ailleurs. C'était comme un esprit, un démon, qui s'emparait de lui et qui lui donnait ses idées. En fait, cette inspiration, son caractère émotif lié à l'expérience du beau, elle a son siège ici dans la partie de l'imagination, qui est seule capable d'illuminer la splendeur d'une forme qu'on imagine. Et donc elle n'a pas seulement son siège dans l'intelligence pratique artistique. Et c'est ça le problème. Ça veut dire qu'il y a une partie dans l'inspiration liée au beau qui n'est pas contrôlable. On contrôle mal sa sensibilité, sa psychologie. Et on sait très bien comment les artistes, quelquefois, quand l'inspiration n'est plus là, ils galèrent, ils souffrent, ça devient laborieux. Ils étaient avant portés comme par un vent, dans les voiles. Et là, maintenant, ils sont à la rame,
Il travaille pour chercher, par exemple, dans le cadre de l'élaboration d'une poésie, un mot. Alors que porté par le souffle d'inspiration, le mot venait tout seul. Alors est-ce que, à force de pratiquer la poésie, par exemple, à force de pratiquer la statuaire, la peinture, est-ce que tout de même on constate une facilité plus grande dans l'exercice de l'inspiration qui aboutit au projet? Eh bien je dirais oui, en tout cas pour la partie qui concerne l'intelligence. Parce que l'inspiration qui aboutit au projet, elle n'est pas seulement liée à l'imagination. Il y a une grande intelligence qui se met dedans, au niveau du choix des moyens, qui va choisir quelle peinture utiliser, quel éclairage, qui va faire le plan par exemple du tableau si on est dans une œuvre picturale. Et donc, à ce niveau-là, il y a bien une place pour l'habitus d'art, qui vient perfectionner l'artiste. On peut dire qu'il acquiert de l'exercice, de la bouteille, et donc la composition de son œuvre, qui va aboutir à son projet, sous ce rapport-là, se fait plus facilement. Alors d'autre part, l'intelligence qui se développe dans l'inspiration, elle va canaliser justement le côté feu follet de l'imagination, qui aurait tendance à partir dans n'importe quoi, à partir même dans la velléité. Ça veut dire que c'est tellement agréable de rêver et d'en rester au rêve. Alors qu'une inspiration, ça n'a rien à voir avec le rêve. Le rêve, il tourne sur lui-même. L'idée A, elle a une orientation à la réalisation du travail. Donc c'est bien l'acquisition d'une vertu de l'intelligence pratique, un habitus d'art, qui va être capable d'ordonner l'imagination au service de l'élaboration du projet. Alors si on continue de regarder l'analyse de l'activité artistique, on sait que ça ne s'arrête pas au projet, à l'idée A. Le projet, lui, il porte en lui une efficacité qui tend vers l'œuvre. Et donc il va démarrer par une exécution qu'on appelle le travail. Dans le travail, il y a l'usage de l'outil. Si c'est un travail artisanal ou un travail manuel chez un artiste de la beauté, eh bien on se sert de la main. La main avec des outils qui la prolongent. Par exemple un pinceau, pour ce qui est d'un peintre, soit en bâtiment, soit un peintre d'œuvres d'art. Eh bien, je dirais qu'à force d'utiliser ces outils, à force que la main s'exerce, c'est pareil. Il y a des connexions qui se font dans le cerveau, donc ça c'est d'ordre biologique, mais qui sont mises au service de l'œuvre par l'habitus d'art. Ça veut dire que l'habitus d'art, s'il vient perfectionner l'intelligence en premier, il s'étend à tout l'être de l'artiste qu'il perfectionne, et il se sert de tout perfectionnement. Alors, attention, cette acquisition de la virtuosité, ça veut dire d'une main de plus en plus agile. Ce n'est pas au sens littéral l'habitus d'art pour lui-même, mais c'est plutôt un outil au service de l'habitus d'art. Et l'habitus d'art, évidemment, s'en sert, l'utilise, il facilite le travail. Il ne faut pas en effet confondre un virtuose, par exemple, un pianiste qui maîtriserait tellement bien ses doigts qu'il peut jouer à toute allure des morceaux extrêmement rapides. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est utile pour l'habitus d'art. C'est un habitus d'ailleurs, et c'est un habitus du lien de la main avec le cerveau. Ce sont des connexions des neurones, ça. Mais l'habitus d'art, lui, il humanise tout cela. Il le rend bien plus profond. Il vient mettre un lien entre cette virtuosité du travailleur manuel et son inspiration. C'est la même chose d'ailleurs pour un travail intellectuel. Par exemple, si on considère ce cours tel que je le donne maintenant, au niveau de l'outil qui est utilisé, c'est donc le langage articulé, la parole, l'usage des mots. Eh bien, il est clair que, arrivé à l'âge de presque 50 ans, à force de donner cours à des élèves qui ne passent rien, eh bien, le langage devient facilité. Les mots arrivent facilement, tout de suite. C'est effectivement une détermination qui s'est installée, mais qui n'est pas elle-même l'habitus d'art du professeur. C'est juste une aide, un conditionnement favorable.
L'habitus d'art du professeur, il est dans son intelligence, qui prépare le cours, qui utilise de la pédagogie avec des méthodes particulières, donc faire un plan logique, utiliser des exemples qui illustrent, en sachant que les exemples, quelquefois, valent mieux qu'une énorme démonstration abstraite. Bref, même pour le travail intellectuel qui s'appelle le fait de donner un cours, il y a un habitus qui vient petit à petit. Dans l'activité qui est jointe au travail et qui s'appelle le jugement de valeur artistique, une sorte de jugement critique sur l'œuvre en train de se réaliser par rapport à l'idéa qu'on porte en soi. Eh bien, là aussi, l'habitus d'art vient faciliter les choses. L'intelligence étant structurée par cet habitus, il est évident que c'est elle qui va empêcher qu'au cours de la réalisation de l'œuvre qui implique des opérations successives, eh bien on se perde. On perd en tout cas le lien avec l'habitus. Si je reprends l'exemple d'un cours, il arrive que des élèves fassent une digression, ils posent une question sur quelque chose qui est en dehors du sujet qu'on veut traiter. Il peut être très bien de répondre à une question pendant un moment. Mais s'il arrive une autre question, puis qu'on se laisse déborder par d'autres questions, au point que le professeur perd son idéa, à savoir le projet de ce qu'il devait voir, précisément, la matière, logique, eh bien son cours, à la fin, à force de laisser trop de place aux questions, part dans tous les sens. Et donc, il perd le bénéfice de ce qu'il veut faire, à savoir la transformation intelligente, structurée de l'esprit des élèves en vue qu'ils approchent davantage de la vérité. L'habitus d'art, lorsqu'un professeur l'a acquis, et qui est un habitus d'efficacité, il va empêcher que ça aille trop loin dans des digressions comme cela, ou que lui-même parte avec son imaginaire dans des digressions. Certes, il ne s'agit pas d'être strict au sens carré, de ne jamais sortir de son cours. Les digressions sont très utiles. Elles permettent tout de même cette souplesse de l'intelligence qui fait des rapports analogiques entre les choses. Mais c'est une question de mesure que l'habitus d'art permettra de contrôler. Au bout d'un certain temps, si je reprends toujours cet exemple du professeur, je dirais que ça se fait naturellement. Son art d'ailleurs n'est pas simplement celui d'enseigner abstraitement. Il s'accompagne d'un art prudentiel de la gestion d'un groupe humain, qui est de plus en plus facile. La question de la discipline pose problème, à savoir qu'il y a des professeurs qui sont parfaitement au point sur leur matière, parfaitement au point éventuellement sur la pédagogie, mais il leur manque quelque chose qui vient se connecter à l'habitus d'art, à savoir la gestion d'un groupe humain. Un groupe humain, c'est de la psychologie. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre d'un habitus de prudence, qui est plutôt d'un habitus moral, mais qui est mis au service de l'art qu'exerce le professeur. Alors tout cela, tout ce que je viens de raconter, évidemment, permet d'arriver au but, le but qui est l'œuvre. Ça facilite tout le travail, depuis l'inspiration, qui aboutit en fin de compte à l'œuvre. Et donc, je dirais que un homme, un professionnel, soit de l'art lié à la beauté, soit de l'art artisanal, sait qu'il a acquis un habitus d'art lorsque son exercice se fait facilement, sans effort, avec rapidité et, je dirais même, dans la joie. La joie dans le travail est certainement le signe que l'habitus d'art est là. Alors attention, la joie n'est pas le seul signe. Le signe principal, c'est l'aboutissement de l'œuvre. La joie, par exemple, actuellement, ou le plaisir à travailler, il est facilité par des outils extérieurs de plus en plus performants. Je veux dire par là que lorsqu'on sculpte, par exemple, une statue, et si on le fait simplement avec une pierre un peu plus dure que la pierre molle qu'on travaille, comme le faisaient les Égyptiens antiques, ça leur prenait des semaines et des semaines. Eh bien, ils arrivaient certes à leur œuvre parfaite à la fin, mais c'est tout de même plus facile de le faire maintenant avec un burin, électrique.
Et cet outil perfectionné qui facilite le travail n'est pas de l'ordre de l'habitus d'art, c'est de l'ordre d'un conditionnement extérieur à l'artiste, donc il ne faut pas confondre. N'empêche que l'habitus d'art, lui, il va intégrer ces nouveaux outils, évidemment. Il intègre tout ce qu'il est possible pour que l'œuvre soit réalisée mieux et plus facilement. Alors si l'habitus d'art a comme objet principal l'idéa qui elle-même s'achève dans l'œuvre, quelle est la différence avec les habitus moraux, ce qu'on appelle les vertus morales, dont les 4 principales sont la prudence, la justice, la tempérance, la force? Eh bien en fait, les 4 vertus morales, elles ressemblent par beaucoup de choses aux habitus d'art, en particulier par le fait qu'ils viennent aussi faciliter l'exercice de l'activité morale. Donc, sous ce rapport-là, c'est quelque chose d'identique. On peut dire qu'un homme sait qu'il possède les vertus cardinales lorsque sa vie morale se passe facilement, sans effort. Par exemple, la vertu de tempérance, on sait qu'on l'a lorsqu'on peut se priver d'un plaisir qui serait nuisible par rapport à la finalité qu'on poursuit, comme par exemple l'amour de ses amis. On va les voir avec plaisir, et tant pis si on se passe d'un film qu'il y avait ce soir, parce que ce qui compte pour soi, c'est d'abord, évidemment, l'ami. Si ça se fait avec plaisir, qu'on n'a aucun problème à contrôler ces plaisirs-là, c'est un signe qu'on a acquis une vertu de tempérance par rapport à ce loisir. Et bien de la même façon, les habitus d'art, le signe qu'on les a acquis, c'est la facilité, le plaisir à exercer l'activité de transformation de la matière. La différence énorme qu'il y a entre les deux, c'est que justement, il ne s'agit pas de la même activité. Les vertus morales, elles sont soumises à quelque chose qui préexiste à notre propre personne, à savoir le bien, la finalité qu'on recherche, l'autre qu'on aime. Et cette chose, ce bien, on ne le transforme pas à son image. Et donc la vertu morale est une vertu d'humilité et non pas de domination de l'autre. Les habitus d'art, au contraire, ils visent à dominer le travail, à le tenir de telle manière qu'ils nous obéissent complètement au service de l'œuvre qu'on veut réaliser. Et s'ils agissent d'abord comme cela, c'est parce que justement, l'idéa, elle vient de nous, elle est contrôlée par nous. Certes, elle s'impose par quelques aspects à nous, je veux dire par là que la beauté qui vient de l'inspiration, elle tombe un petit peu au-dessus de nous, elle s'impose, de même que lorsqu'on fait un devis ou un projet pour une œuvre, je dirais, d'artisanat, il y a des règles à suivre qui s'imposent. Il n'empêche que la manière de les appliquer, concrètement, c'est à nous de la choisir, complètement. Et ça dépend de nous, pour aboutir à l'œuvre la plus efficace. Dans l'activité morale, il y a quelque chose qui nous précède et qui est infiniment respectable, c'est la différence essentielle entre les deux. Maintenant, il faudrait comparer ces habitus d'art aux habitus intellectuels, qui viennent perfectionner l'acquisition des sciences. Donc je vais m'expliquer. Si un homme se passionne pour la physique nucléaire, il travaille la physique nucléaire. Au début, c'est laborieux. Il faut qu'il comprenne, il faut qu'il maîtrise l'outil mathématique. Il faut qu'il sache traduire l'outil mathématique en quelque chose qui, dans son intelligence, veut dire quelque chose. Et tout cela doit être conforme à la réalité au maximum. Cette vertu intellectuelle qui facilite l'exercice de sa science au point qu'il comprend le réel, elle n'est pas faite pour réaliser une œuvre. Elle est faite simplement pour connaître une réalité qui préexiste à soi. Et donc elle est aussi dans une démarche d'humilité par rapport à un maître qui est premier, à savoir la réalité qui est devant nous. Si, après, le scientifique se sert de sa découverte intellectuelle pour faire un projet qui aboutira à la fabrication d'une nouvelle technologie, alors
il entre dans un deuxième habitus, l'habitus d'art justement, qui va établir une idéa, un projet, et qui va le réaliser concrètement, par le travail. L'habitus intellectuel des sciences, toutes les sciences, ont ceci en commun avec l'habitus d'art, c'est qu'ils viennent faciliter l'exercice de l'activité qu'on fait. Et c'est aussi commun aux vertus morales. Donc on dirait que tous les habitus qui sont acquis par le fait qu'on agit, ils ont le même effet. Ils rendent facile l'exercice qu'ils spécifient. Mais ils le font chacun dans leur domaine. L'habitus intellectuel a quelque chose en commun avec la vertu morale, en ce sens que dans l'habitus intellectuel, il y a aussi un maître qui s'impose, qui est avant soi, qui est la réalité. De même que pour l'habitus moral, c'est le bien. L'habitus d'art, lui, il est source de sa propre activité. Il produit sa propre œuvre et sa propre idéa. Alors, dans une suite de cette analyse, afin de mieux déterminer ce que c'est que l'habitus d'art, après avoir regardé son objet, je voudrais regarder son siège, ça veut dire le lieu qu'il vient perfectionner en nous. Quelle est la faculté principale qu'il vient perfectionner en nous? Alors on pourrait se demander si par hasard il ne vient pas perfectionner l'imagination, pour permettre, par exemple dans le cadre des beaux-arts, à l'imagination de tout d'un coup trouver de nouvelles idées magnifiques. Eh bien je dirais que non, ce n'est pas si facile que cela. L'imagination, je le disais tout à l'heure, on ne la contrôle pas comme cela, ni l'émotion qui va avec. C'est quelque chose qui vient naturellement. Il y a peut-être un habitus qui vient faciliter, libérer les énergies de l'imagination. Il n'empêche que son exercice qui est psychique n'est pas le siège d'un habitus au sens fort. Il vient comme magiquement. Et puis il disparaît tout aussi rapidement et on n'arrive pas à le retrouver. Il est fuyant, il est un peu comme l'esprit dont parle l'Évangile, qui souffle où il veut et on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Je dirais que le siège des habitus d'art, en fait, c'est l'intelligence pratique. Ce n'est pas n'importe quelle intelligence, c'est l'intelligence dans son exercice pratique qui veut transformer une matière. Cette intelligence qui s'exerce librement, là, véritablement, on le constate, elle peut être le siège d'un habitus qui vient structurer son exercice, qui vient le rendre plus intelligent, justement. Dans le cas des habitus d'art liés à la beauté, c'est l'intelligence dans son exercice, justement, à la recherche de la beauté, dans l'expression d'une œuvre. Alors que, lorsqu'il s'agit de l'artisanat, à la recherche d'une œuvre utile, c'est l'intelligence dans une autre orientation. L'intelligence en elle-même, elle peut avoir de multiples orientations. Elle est ouverte à tout potentiellement, à l'action comme à la contemplation, à la vie pratique comme à la vie spéculative. Eh bien, le domaine spécifique de l'habitus d'art, c'est l'exercice de l'intelligence humaine au service de cette œuvre, selon les deux orientations que je viens d'indiquer. Alors, à ne pas confondre justement avec le siège des vertus morales. Les vertus morales, elles viennent aussi structurer, perfectionner l'intelligence pratique. Mais c'est une intelligence pratique d'un tout autre ordre. Il s'exerce cette fois en vue du bien moral, en fait, de ce qu'on appelle sa vie privée. Et c'est une chose tout à fait différente. Donc on voit parfois des personnes qui sont extrêmement douées pour l'exercice d'une profession et qui sont totalement démunies, incapables de l'exercice de leur intelligence dans le cadre de la vie morale avec leurs proches. Ils sont presque handicapés, non seulement affectivement, mais prudentiellement. Ils ne savent pas s'y prendre. Par contre, dès qu'ils sont dans leur travail, dans ce qui est professionnel, alors ils s'épanouissent. Donc on voit bien qu'il y a là deux habitus différents. Ils ne se structurent pas dans le même exercice de l'intelligence. Alors pour ce qui est des habitus des sciences diverses,
Et aussi, par exemple, de la sagesse, qui est une forme de science. C'est la science des sciences, celle qui cherche le sens ultime de la vie. Eh bien, le siège de l'habitus de science, de ces sciences-là, ce sera plutôt l'intelligence spéculative. L'intelligence qui cherche à connaître pour connaître. Dans cet exercice-là, l'intelligence ne cherche pas en soi à réaliser un exercice pratique extérieur. Non, elle cherche juste à connaître. Donc elle n'a pas à produire autre chose qu'une adhésion à la réalité qui est devant soi. Eh bien, l'intelligence, en s'entraînant à ces sciences-là, elle acquiert aussi un habitus qui est donc tout à fait distinct des habitus d'art. Alors, pour continuer cette analyse des habitus d'art, je voudrais demander maintenant comment fait-on pour les acquérir? Eh bien, je dirais qu'il n'y a pas d'autre méthode que d'exercer l'activité qui leur correspond. Et là, pour le coup, c'est tout à fait comparable aux habitus dans les autres domaines, que ce soit moraux ou que ce soit au niveau des sciences. Toute activité de l'esprit humain, intelligence, volonté, perfectionne la faculté qui va avec. Je dirais que c'est valable pour l'acquisition des vertus, donc qui sont liées à la recherche du bien, du beau, de l'utile, du vrai, mais que c'est aussi valable dans l'acquisition des vices. Par exemple, un bandit qui s'entraîne à voler, eh bien, il acquiert, dans le cadre de son activité, un perfectionnement, une expérience, et donc un habitus moral, qu'on appellera pour le coup un vice, puisque ça lui sert à faire le mal, donc à faire une injustice, à priver autrui du bien qui lui appartient. Il n'y a pas de méthode meilleure pour acquérir les habitus d'art que de s'entraîner à l'art. Et plus on s'entraîne petit, plus, comme le cerveau est malléable, plus la virtuosité, qui est un instrument au service de l'habitus d'art, qui, comme je le disais, lui-même est plus profond, qui vient anoblir l'inspiration en vue de l'idéa. N'empêche que la virtuosité, c'est un instrument très utile. Il y a des personnes qui sont véritablement en possession d'habitus d'art, par exemple de composition de musique, mais qui ne savent pas jouer à la musique. Donc on voit bien que ce sont des choses différentes. N'empêche que si un compositeur, en plus, est capable lui-même d'écouter ce qu'il écrit en le jouant devant lui-même avec un instrument, c'est un instrument qui aide à son habitus d'art. Et ça, les professeurs d'art le savent très bien. Ils apprennent aux enfants tout petits des techniques instrumentales. C'est un travail qui est pénible. Et si tout d'un coup l'un d'entre eux dépasse cette virtuosité qu'il a acquise pour composer, pour se servir de son imagination et sortir de la vie, alors on peut dire qu'il va acquérir petit à petit, appuyé sur ce qu'il a appris dans son enfance, un habitus de l'art musical, de la composition musicale. Est-ce que la simple virtuosité du musicien qui sait parfaitement jouer des partitions, est-ce que c'est un habitus d'art? Réponse, oui, bien sûr, c'est un habitus d'art. La preuve, c'est qu'il rend facile l'exercice d'une œuvre. Mais ce n'est pas un habitus d'art complet. Parce que, en l'occurrence, il ne vient perfectionner que l'exécution. Donc on pourrait dire la fonction de travail. Mais quand un musicien, au-delà de sa virtuosité, il sait mettre son âme dans un morceau qu'il joue, qu'il n'a pas forcément composé, alors il devient premier violon de l'orchestre. Parce qu'il y a quelque chose de différent dans sa manière de jouer. Il y a une force particulière qui vient de lui parce qu'il arrive, par son habitus d'art, à rejoindre quelque chose de l'inspiration du compositeur qui peut-être est mort depuis longtemps. Lorsque l'habitus d'art, en plus de savoir jouer un morceau, permet soi-même de composer des nouveaux morceaux, donc d'avoir une inspiration qui aboutit à un projet et à une œuvre, alors il atteint toute sa perfection d'habitus d'art. Dans le cadre de l'activité morale, c'est pareil. Il y a des personnes chez qui on apprend dans l'enfance à se comporter bien,
à ne pas voler, à ne pas mentir, avoir une vie qui est à peu près ordonnée. Ça correspondrait à l'acquisition de dispositions, d'une virtuosité dans l'ordre de la morale. Mais si tout d'un coup, devenu adulte, il est confronté à une situation particulière, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il cache chez lui un enfant juif et ça met en danger sa propre famille. Et donc il est confronté à la question de savoir, est-ce qu'il se débarrasse de cet enfant? Ou est-ce qu'il trouve intelligemment, prudemment, une ruse pour le cacher? Mieux le faire passer par exemple pour un petit catholique et surtout pas faire un acte moral mauvais qui rongera sa vie jusqu'à la fin, à savoir trahir cet enfant qu'on lui a confié. Eh bien c'est là qu'on verra s'il a acquis une véritable vertu de prudence morale et pas simplement une virtuosité, une fausse prudence qui consiste à dire « je ne prends pas de risque et tant pis pour l'enfant, il mourra, bon ben ça va, j'ai sauvé ma famille ». La prudence morale, elle vient déterminer l'intelligence par rapport au bien et au mal. Elle n'est donc pas simplement une virtuosité, elle est quelque chose de très profond. Donc on voit l'analogie avec la grandeur de l'habitus d'art qui ne se contente pas de la virtuosité, mais qui peut aller jusqu'à créer un inventeur d'art nouveau. Au niveau de l'artisanat, c'est pareil. Un pur technicien qui exécute un travail de plomberie, c'est très bien. Mais quelqu'un qui est capable d'imaginer un nouveau système de plomberie, plus efficace, là, on entre véritablement dans un habitus d'artisanat par rapport à cette profession. C'est la même chose maintenant dans le domaine des sciences. Il y a des professeurs qui acquièrent une virtuosité pour répéter un auteur. Ils sont fantastiques là-dessus. On le voit par exemple par rapport à saint Thomas d'Aquin, par rapport à Aristote. Il y a des professeurs scolastiques qui savaient d'une façon extrêmement pertinente tout ce qu'avait dit Aristote, sans erreur possible. Une grande virtuosité dans la présentation d'un auteur. Eh bien, en fait, ils ne possèdent pas vraiment l'habitus de la science. Ils possèdent simplement un habitus d'histoire de la pensée qui leur permet d'expliquer l'idée d'un penseur. Mais l'habitus de la science lui-même, il va jusqu'à rejoindre le réel, le connaître. Et si Aristote s'est trompé sur un point, le maître n'est pas Aristote dans le cadre d'un véritable habitus de science, mais c'est la réalité. Et certains, hélas, ne vont pas jusqu'à faire d'Aristote leur maître au point d'acquérir cet habitus de science. Ils ne sont pas libérés, comme l'était Aristote par rapport à Platon, avec un seul maître, le réel. Ils restent des virtuoses de l'histoire de la pensée. Lorsque quelqu'un qui a appris d'un maître va plus loin, se servant de ce qu'il a reçu de ce maître, il découvre de nouvelles aspects de la réalité. Il fait avancer la science. Eh bien, on peut dire qu'il a acquis véritablement l'habitus de la science en question. Donc on le voit, il y a véritablement des analogies à faire dans ces trois domaines. Et on voit la profondeur que peut atteindre pour humaniser l'être humain les différents habitus que je cite. Comment est-ce qu'un homme, confronté à la transformation de la matière, peut savoir qu'il a acquis un habitus d'art? Eh bien, je dirais, justement, quand il est capable, en plénitude, libéré de tous les conditionnements qui l'entourent, la résistance de la matière, la difficulté à trouver une nouvelle idée, le caractère épuisant du travail, lorsqu'il est capable, dans le plaisir, de produire une œuvre belle. Une œuvre belle lorsque c'est l'exercice vers la beauté et une œuvre utile lorsque c'est l'exercice vers l'utilité. On sait qu'on a acquis la perfection d'un habitus d'art lorsqu'on ne fait pas que répéter ce qu'on a appris, mais lorsqu'on est capable d'innover, d'adapter, et cela simplement, sans beaucoup d'efforts. Ça se fait presque naturellement. Je dirais que l'habitus d'art, en quelque sorte, il vient créer comme une nouvelle nature sur notre nature, comme si l'intelligence pratique, artistique,
avait pris un pli à la fois souple et précis, qui lui permet quelque chose de vivant. Je dirais que c'est le propre de l'être humain, et c'est peut-être là-dessus que les machines jamais ne pourront remplacer l'intelligence de l'être humain. Certes, avec des calculateurs qui font des milliards d'opérations à la seconde, on arrive à imiter la qualité de cet habitus d'art par la quantité. Et donc on a vu parfois des machines qui battaient des grands joueurs d'échecs. Cependant, ces robots, ces machines, n'ont pas l'habitus d'art. Ils ont simplement une imitation, parce que si en une seconde, ils peuvent voir 100 milliards de potentialités du jeu, et ceci à 10 coups à l'avance, eh bien évidemment, l'intelligence, la ruse, l'intuition du joueur d'échecs, elle est finalement débordée par la quantité. Il n'empêche que le joueur d'échecs, lui, il ne passe pas 100 milliards d'opérations comme ça dans sa mémoire. Il a une vision qualitative du jeu et il invente un nouveau truc pour battre l'autre. Donc il y a véritablement là un habitus qui s'acquiert et qui est de l'ordre qualitatif. En morale, on sait de la même façon qu'on possède les vertus morales, lorsque on exerce sa vie morale, finalisée par le bien, donc portée par l'intelligence pratique qui s'appelle la prudence, et que ça se fait naturellement vers le bien, sans hésitation, sans lutte, à quelque niveau que ce soit. La tentation, par exemple, d'abandonner le bien pour un plaisir, pour une gloire, pour de l'argent. Eh bien, cette tentation-là, elle est dépassée tout à fait naturellement, simplement, sans effort, comme naturellement. Donc, quelqu'un sait qu'il est vertueux quand il a cette qualité-là. Et c'est la même chose pour les habitus de science. C'est la facilité à exercer la science qui indique qu'on possède l'habitus de science. Alors avec tout de même une petite différence, c'est que le maître étant le réel étant atteint par des sciences quelquefois très élaborées, qui sont de plus en plus complexes au point que pour qu'un homme maîtrise la totalité d'une science, c'est extrêmement difficile. Eh bien, souvent on voit des grands scientifiques comme Albert Einstein, qui sont les meilleurs dans leur domaine, et puis à un moment donné, étant passionnés par la petite voie de recherche qu'ils ont développée, ils n'arrivent plus à développer cette souplesse vers d'autres voies de recherche qui contredisent parfois la leur, mais qui peut-être l'éclaireraient par un autre aspect. Et donc on voit comment Albert Einstein, après l'âge de disons 30 ans, était embêté par des découvertes qui s'étaient faites parallèlement et qui ne s'harmonisaient pas avec sa théorie. On peut dire que l'habitus intellectuel, face à l'immensité, la complexité de la réalité, il peut parfois devenir un blocage intellectuel. Alors que la vertu morale, au sens littéral, lorsqu'elle est parfaitement souple, adaptée à toutes les situations qui sont mouvantes dans la vie, elle arrive parfois à être véritablement acquise. Alors pour terminer cette leçon sur les habitus d'art, il me reste à poser une dernière question. Est-ce que les habitus d'art sont connexes entre eux, comme par exemple sont les habitus de la morale, les vertus morales? Alors d'abord, je voudrais expliquer ce que je veux dire par là. On dit que les vertus morales sont connexes, un petit peu comme les doigts de la main, à savoir qu'une vertu pousse, mais les autres obligatoirement poussent en même temps, sinon aucune vertu ne pousse. Et je vais l'expliquer très simplement. Si je suis prudent par rapport à l'intelligence du bien, mais que en même temps, complètement dépassé par exemple par mon goût du plaisir, je bafoue, je bazarde la finalité que mon intelligence m'a donnée, de temps en temps, dans le plaisir de l'alcool par exemple, eh bien en réalité, je n'ai pas la prudence du coup. Je n'ai pas la tempérance, puisque la vertu qui vient ordonner le goût des plaisirs à la finalité que je poursuis n'est pas là. Et donc parce que je n'ai pas la tempérance, je n'ai pas non plus la prudence développée. On peut dire qu'on a la prudence développée quand toutes les vertus sont développées. Donc lorsque l'irascible, le concupiscible, donc les tentations liées à la gloire, au plaisir, sont facilement et simplement ordonnées
à cette finalité que mon intelligence présente et que ma volonté poursuit avec justice. Donc on dit que les vertus morales sont connexes. Alors, est-ce qu'il en est de même pour les vertus artistiques? Ça veut dire par là, est-ce que quelqu'un qui par exemple est plombier, parfaitement maître de sa maîtrise dans cet art-là, en même temps il est électricien? Eh bien la réponse évidemment est non. Ce n'est pas connexe du tout, parce qu'on n'en donne pas du tout les mêmes moyens à la même fin. De même, quelqu'un qui serait peintre, un peintre qui sait parfaitement manifester sur une toile la beauté, est-ce qu'en même temps il est musicien pour composer une symphonie? Eh bien la réponse est non, parce que ces deux habitus d'art liés à des beautés totalement différentes ne sont pas connexes. Par contre, souvent quand on est peintre, on est aussi facilement sculpteur. Pourquoi? Parce que là il y a beaucoup plus un rapport. On passe de la 2D à la 3D en fait. Et donc il y a des proportions. Il y a des choses qui sont communes entre les deux habitus d'art. Je dirais qu'il en est de même en sciences. Quelqu'un qui est physicien, qui maîtrise parfaitement la physique nucléaire, est-ce qu'en même temps, il possède la science de l'éthique philosophique? Réponse non, pas du tout. Ces deux habitus de science ne sont pas connexes. De même, quelqu'un qui possède un développement intellectuel de ce que c'est que l'éthique humaine ne possède pas pour cela, en même temps, le développement intellectuel de ce que c'est que la sagesse philosophique qui aboutit à l'existence de l'être premier. Donc il y a bien en philosophie plusieurs habitus de science liés à plusieurs approches du réel. Évidemment, il peut être intéressant de travailler en même temps tous ces habitus de science, et alors ils se développent harmonieusement. Si quelqu'un prend le risque en philosophie de ne travailler que la philosophie du vivant, à l'exclusion des autres parties de la philosophie, eh bien, il n'obtient pas une vision totale de l'homme. Il ne devient pas quelqu'un d'universel par rapport à l'objet qu'il vise à connaître, à savoir l'homme. C'est un risque. C'est le risque de plus en plus présent dans ces sciences qui sont de plus en plus coupées les unes des autres et qui ne font plus des hommes complets, ayant aussi leurs humanités, comme on disait dans le temps. Donc par exemple, un physicien parfaitement bon dans une toute petite partie de la physique et absolument lamentable dans toutes les autres sciences, donc sans aucune culture par rapport à l'art, par rapport à l'éthique, etc., ou la politique. Donc je dirais que les habitus de science ne sont pas connexes. Cependant, petite nuance que je voudrais apporter. Les habitus, ils viennent donc déterminer l'intelligence, soit l'intelligence pratique, dans le cas de l'art, de l'éthique, de la politique, soit l'intelligence spéculative, dans le cas des sciences. Eh bien, tout de même, par certains aspects, le fait d'avoir acquis un habitus dans une science particulière peut aider matériellement à acquérir plus rapidement un habitus dans une autre science particulière. Parce que il y a des exercices qui sont communs. Par exemple, toutes les sciences philosophiques se servent d'une logique. Une logique qui est fixée sur la réalité. Et donc, cet esprit de logique, je dirais, non pas abstraite, mais de logique cherchant une réalité qui est devant soi. S'il est présent, si on l'a acquis, eh bien, il va être commun à toutes les sciences. Et donc, ayant l'esprit des sciences déjà en soi, il sera beaucoup plus facile d'entrer dans les démarches différentes. Eh bien, c'est pareil dans le domaine des arts utilitaires. Je dirais que je constate que quelqu'un qui, par exemple, a appris à bricoler, à se servir d'un tournevis, à ce que sa main fasse l'effort de tourner une vis sans la tordre, de planter un clou, puis petit à petit d'augmenter ses capacités, de gérer ne serait-ce qu'un outil par rapport à une matière. Eh bien, lorsqu'il voudra se lancer dans quelque chose d'utilitaire, il aura tout de même des facilités à y aller beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'a jamais appris à se servir de ses mains. Seulement, ce que j'indique là, c'est de l'ordre du conditionnement. Je veux dire qu'il y a des
outils, des outils développés dans notre cerveau, des connexions dans le cerveau, qui viennent se mettre au service de quelque chose qui est bien plus profond et qui n'est pas connexe, les habitus d'art. Alors ça, on le voit très bien lorsque je prenais l'exemple tout à l'heure du peintre et du musicien. Un peintre, il n'y a rien à faire. C'est un habitus d'art tellement différent de celui qui compose de la musique ou qui joue du violon, que là, même en se grattant la tête, on ne voit pas ce que ça apporte, le fait d'être un grand peintre pour jouer du violon. Par contre, du côté du sens de la beauté, là, il y aura une connexion. Je veux dire que quelqu'un qui sait être touché par la grandeur d'une peinture, qui sait la réaliser dans une œuvre, aura sans doute plus de chances de pouvoir être facilement touché par l'écoute d'une symphonie. Donc il y a tout de même des connexions, c'est un être humain complet dont on parle. Voilà, ceci étant dit, donc je termine ici cette leçon sur l'acquisition des habitus et je passerai à d'autres sujets, toujours sur le perfectionnement dans l'être humain, dans cette deuxième partie de la philosophie du travail.